La Havane. On a beau chercher son visage dans les rues, on ne le voit pas. Même s'il a quitté le pouvoir, son nom est dans tous les esprits. Sa vision, ses idées règnent encore sur l'île. Lui, c'est Fidel Castro, l'homme fort de Cuba pendant plus de 50 ans. Mais on cherche en vain son portrait sur les murs. Et si on ne le trouve pas, c'est qu'il a interdit tout culte de la personnalité. C'est derrière les murs de cette maison que se retrouvent les meilleures images du dirigeant cubain. Este edificio se llama el Dakota. Aquí fue donde mataron a John Lennon. En esta esquina. Pour la première fois, 3 grands photographes de Fidel Castro se réunissent pour échanger sur l'image du commandante. 3 générations pour parler de lui, comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Quand il se met à réfléchir, il joint ses mains comme ça. Voici le pionnier Roberto Salas. Ses photos ont fait le tour du monde. Celle que j'aime le plus, c'est une photo que j'ai faite dans des conditions très difficiles. C'était la première fois que je voyais Che Guevara. Fidel n'est pas un homme facile à photographier, parce qu'il fait beaucoup de gestes. Il parle avec les mains et il fait souvent des grimaces. Il a cette personnalité. Quelle que soit son allure, il paraît bien. Ce n'est pas seulement le sujet ni le physique, mais sa personnalité, ce qu'il dégage. Photographier Fidel, c'est comme une fête, parce qu'il est impétueux, il parle toujours, il rit. On doit chercher le meilleur angle et se demander si on a une photo marquante. ¡Viva la révolution! Pas facile de connaître l'homme derrière le commandant Castro, celui qu'on considère comme un dictateur, ou bien un héros. Dernier monstre sacré de la politique du XXe siècle. Repression of Castro's Cuba. The yearning of the Cuban people for freedom must not be denied. Il s'est confronté à 10 présidents américains. L'homme au discours fleuve, qui a survécu à plus de 600 attentats. Qu'on l'aime ou le haïsse, il ne laisse personne indifférent. Il n'est pas un dirigeant comme les autres. Les gens se font une idée précise de ce que devrait être un chef d'État. Fidel n'a rien à voir avec ça. Rares sont les leaders mondiaux qui ont suscité autant de haine. À cause d'un régime politique et économique rigide, communiste, et l'exportation de sa révolution en Amérique latine et en Afrique. Je pense que Fidel est le conspirateur le plus brillant, le plus fantastique que le monde ait connu. Rares aussi sont les dirigeants qui ont suscité autant d'enthousiasme, d'admiration. Il a apporté l'éducation et la santé aux Cubains. Il a exporté ses médecins. À Cuba, comme à l'étranger, il est perçu par beaucoup comme un symbole de résistance. Attaquer Fidel, c'est attaquer la révolution. Et même si nous l'aimons, on ne peut pas dire qu'il soit sans défaut. Mais ça nous blesse qu'on les utilise pour nous faire du mal. Roberto Chile est conscient que le sujet est délicat. Il n'est pas seulement photographe, il a surtout été le caméraman personnel de Fidel Castro durant 25 ans.
Je pensais que mes yeux étaient les yeux du monde. Parfois, il n'y avait qu'une seule caméra et c'était la mienne. Des centaines d'heures de tournage, des milliers de kilomètres parcourus, un accès unique. Cela m'a donné l'occasion de connaître Fidel, le leader, le mythe révolutionnaire connu mondialement. Mais je vous propose de découvrir un autre Fidel, plus humain, plus proche des gens. Un Fidel plus intime que peu de gens ont eu la chance de rencontrer. Je vous invite donc à prendre la caméra, micro et éclairage. Allons rencontrer ses amis et ses proches, ceux qui peuvent parler de l'être humain, du Fidel plus intime. C'est aussi un homme comme vous, un être humain, un mortel comme vous et moi. Roberto Chile nous amène découvrir le Fidel Castro qu'il connaît. Pour la première fois, à la caméra, des proches ont accepté de parler du Fidel Castro que l'on connaît moins. Ceux qui vont parler de l'homme sont des amis, des parents, des proches. Ce sont des gens qui l'aiment et l'admirent. Ils le font pour la mémoire, pour l'histoire. Comme l'a fait Gabriel García Márquez. C'est le Fidel Castro que je crois connaître. Un homme aux habitudes austères, aux illusions insatiables, d'une éducation formelle à l'ancienne, aux paroles mesurées et aux manières nuancées, et incapable de concevoir une idée qui ne soit pas colossale. En nombre del pueblo de Cuba, Fidel Castro Ruz. Fidel, on peut l'aimer ou l'haïr, mais on ne peut pas rester indifférent. Tout le monde ici l'appelle Chile. Sa quête pour dresser un portrait de l'homme derrière le commandant commence avec Mariela Castro, la nièce de Fidel et la fille de Raúl Castro. On a souvent utilisé l'image de Don Quichotte pour parler des rêveurs de l'impossible. Et Fidel a été un de ces rêveurs. Il a démontré plusieurs fois que des utopies peuvent devenir réalité. Alors, dans ce sens, il a un côté Don Quichotesque. Don Quichotte, l'hidalgo fou de Miguel de Cervantes, est souvent associé en Amérique latine à des libérateurs comme Simón Bolívar ou José Martí. Fidel est un descendant d'Espagnols et son père venait de la province de Galice. Katiuska Blanco est la biographe personnelle de Fidel Castro. Des Galiciens, il a hérité de l'honorabilité, du caractère noble et chevaleresque, d'une culture de résistance et d'une capacité à vaincre les difficultés. Fidel est né dans le petit village de Birane en 1926 dans une famille aisée de cultivateurs de canne à sucre. Il est envoyé en pension dans les meilleurs collèges religieux. Selon ses professeurs, il se démarque comme bon élève, sportif et leader. Il étudie à l'université pour devenir avocat. En résumé, son village l'a façonné. Il lui a donné les coutumes, le respect et la sensibilité envers les êtres humains, même les plus démunis. Et l'école lui a donné la formation et le développement de l'intelligence, la capacité de réflexion et de méditation qui le serviront bien toute sa vie. Un homme réfléchi qui va poser un geste insensé, défier la dictature de Fulgencio Batista et sa puissante armée. Cuba est une île riche, mais ses paysans vivent dans la misère. La Havane est un repère de la mafia américaine.
Le régime est corrompu et il réprime cruellement ceux qui demandent des réformes, notamment des groupes d'étudiants. Des révoltes éclatent. En 1953, Castro et une poignée de jeunes révolutionnaires tentent de s'emparer de la caserne de Moncada, à Santiago de Cuba. Chile connaît un témoin privilégié de l'époque, Marta Rojas. Elle a commencé sa carrière de journaliste en couvrant l'événement. Il faut avoir un très grand idéalisme pour s'attaquer à une armée aussi puissante que celle de Batista. L'assaut de la Moncada est un échec. Castro est arrêté. Au procès, Marta Rojas pensait voir un homme vaincu, défait. Elle découvre au contraire un jeune avocat qui se défend lui-même avec fougue. Selon moi, ce fut la première victoire. Après, il y a eu l'histoire Mapsudra. Ça illustre bien comment il est parvenu à se transformer d'accusé en accusateur. C'est là qu'il prononce cette fameuse phrase « Condamnez-moi, cela n'a aucune importance, l'histoire Mapsudra ». Premier trait de caractère de l'homme, il maîtrise le pouvoir des mots. Condamné à 15 ans de prison, Batista va l'amnistier 2 ans après pour ne pas en faire un martyr. Nous sommes en 1955. Castro s'exile alors au Mexique où il complote à nouveau pour renverser le dictateur cubain. L'année suivante, il achète un vieux bateau, le Granma, et débarque à Cuba. Ils sont seulement 82 hommes à bord. Ils sont dénoncés, c'est encore un échec. Seuls 12 hommes parviendront à s'échapper dans la Sierra Maestra, dont son frère Raúl et le jeune médecin argentin Che Guevara. Des années plus tard, Fidel Castro avoue qu'il aurait pu faire les choses autrement. À propos de l'expédition du Granma et de l'assaut de la Moncada, il m'a dit « Si on avait pu, ni l'un ni l'autre n'aurait été nécessaire. On aurait dû aller directement à la Sierra Maestra. » Guillermo Garcia Frias, un paysan devenu commandant de la Révolution. Il a été parmi les premiers à rejoindre cette poignée de guérilleros dans la montagne. Raúl avait 5 fusils. Fidel en avait 2. Ça en faisait 7. Fidel m'a dit « Maintenant, on a gagné la guerre. » Voilà le genre d'homme et de stratège qu'il est. La guerre civile a succédé à de violentes émeutes dans toutes les parties de l'île de Cuba. À la suite de plusieurs revers, les rebelles de Fidel Castro se sont retranchés dans les forêts de la province d'Oriente. Ainsi débute l'épopée de la Sierra Maestra, avec 3 fois rien. La légende prend forme, une aventure qui va durer plus de 2 ans. I only can tell you with how many men we began this fight. We were only 12 men. Now we are too much more. The terrible for Batista is not how many men we have now, but that we grow every day. Ce rare document de Radio-Canada a été tourné en 1958 par le reporter de la CBC, Eric Durschmid. Il montre un Fidel Castro sûr de lui. Viva Cuba libre! Libertad o muerte! Fidel a un grand pouvoir psychologique. S'il n'arrive pas à convaincre quelqu'un, personne ne le convaincra. C'est sa conviction qui nous a fait le rejoindre. Moi, il m'a convaincu. J'étais prêt à offrir ma vie, si nécessaire. Ce n'était pas une question futile à l'époque. C'était un problème difficile. Mon père disait toujours, si tu veux convaincre le peuple de Cuba, tu dois convaincre Fidel, car il a la capacité de convaincre le pays et le monde entier. Il a une grande force de persuasion. Le pouvoir de convaincre, il l'utilise auprès des médias étrangers pour faire accepter sa révolution. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice.
Communiste? Non, du moins, pas encore. Che Guevara, lui, ne s'est jamais caché de l'être. Le Che devient commandant de la révolution, il restera aussi l'un des meilleurs amis de Castro. Aleida, la fille du Che, ouvre pour Chile son album de famille. Mon père était un homme très cultivé. Il était très compétent. Il pouvait être l'égal de Fidel, mais il a reconnu Fidel comme son guide. Les barbus victorieux entrent à La Havane. Grâce à l'appui populaire, la guérilla a écrasé l'armée de Batista. Le rêve est devenu réalité. Fidel Castro triomphe. Quand il voulait faire quelque chose, il le faisait, coûte que coûte, contre vents et marées. Il ne s'arrêtait jamais tant qu'il n'était pas parvenu à l'obtenir. Et sa vie l'a prouvé. Combien de fois dans l'histoire il a réalisé des choses impossibles? Il s'obstinait jusqu'à la réussite, tant bien que mal. Un vrai Galicien, très espagnol, très capricieux. Impulsif, obstiné, de nouveau très révélateur. Il est né comme ça. C'est un homme qui a eu la possibilité de transformer ses rêves en réalité. Il y a peu de gens qui ont la chance de dire ça. La révolution cubaine suscite beaucoup de sympathie dans le monde. Fidel Castro fait une tournée nord-américaine pour expliquer sa position. Le voici à Montréal en 1959. Our ideal humanism, not communism, not capitalism in the old sense. Capitalisme ou communisme, il faut choisir. Le monde est polarisé. Très vite, Castro s'attire l'hostilité de Washington en nationalisant les terres de compagnies américaines pour sa réforme agraire. Washington impose les premières sanctions commerciales et Cuba se rapproche de plus en plus de Moscou. Fidel Castro semble avoir obtenu le résultat qu'il recherchait. Comme le proclamaient les banderoles attachées aux camions amenant à la Havane des campesinos, Cuba est à toi, Fidel, elle est entre tes mains. Et maintenant, on peut se demander ce que va faire Castro. C'est la guerre froide. Durant 50 ans, Fidel Castro exercera fermement le pouvoir d'un État communiste. La folie de Don Quichotte et la folie des révolutionnaires sont similaires. Je suis sûr que Don Quichotte n'aurait pas hésité à faire face aux géants du Nord. La petite ville de Bejucal, à 2 heures de La Havane. Chile, le caméraman, se consacre maintenant à la photographie. Il expose sa vision artistique sur le personnage historique. Photos, vidéos, sculptures, cette exposition hommage s'intitule « Fidel et fidèle ». C'est l'expression de Raúl Castro pour dire que son frère est tout simplement irremplaçable. Sur cette photo, on voit un leader, un révolutionnaire, l'homme qui était capable de battre une armée dans la Sierra Maestra et surmonter la crise des missiles. La crise des missiles a tenu le monde en haleine, au bord d'une 3e guerre mondiale, nucléaire. Elle était précédée d'une escalade de tensions entre Cuba et les États-Unis. En 1961, les Américains échouent dans leur tentative d'envahir Cuba par la baie des Cochons. Les États-Unis interdisent alors tout commerce avec l'île. Des dizaines de navires de guerre, des centaines d'avions prennent part à ce blocus de fait. Des sous-marins patrouillent au large des côtes cubaines, prêts à intercepter tout cargo. 1962, des ogives nucléaires soviétiques sont en territoire cubain et visent les États-Unis de John Kennedy. Le commandement américain est prêt à envahir Cuba pour détruire les bases de fusées. À La Havane, c'est la fièvre. Castro électrise son peuple. Il refuse tout démantèlement des bases de fusées. La crise devient une partie de poker entre les deux superpuissances. Fidel Castro attise la foule. Il se dit prêt au sacrifice ultime.
Je l'ai vu dans des moments très difficiles. Pendant la crise des missiles, j'ai pu observer sa patience, son calme, sa tranquillité absolue. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il l'avait plus ou moins calculé. Et il savait comment jouer aux échecs. Ses pions étaient placés mentalement. Il savait ce qu'il allait faire. Tranquillité absolue. Pourtant, cette tranquillité absolue peut virer brusquement à la colère, comme en témoigne Marta Rojas. S'il est assis, la première chose qu'il fait quand il se fâche, c'est ça. Regardez. Un saut, puis il fait des pas très longs. Des grands pas. Encore et encore. Et ensuite, il s'arrête, s'assoit et se calme. Moscou finit par s'entendre avec Washington. Plus de missiles, mais pas d'invasion américaine de Cuba non plus. L'entente a été perçue comme une trahison par Fidel Castro. Il en profitera pour obtenir des concessions de Moscou, du pétrole russe pas cher et un débouché pour la canne à sucre cubaine. Fidel est un homme qui surprend toujours. À chaque conflit avec les États-Unis, dans chaque situation difficile, il avait un talent pour renverser la situation. Il renvoyait la balle dans leur camp et il s'en amusait, comme si c'était le meilleur match de baseball ou une partie d'échecs. Au début des années 60, l'aide économique soviétique est généreuse. Les Cubains sont remplis d'espoir. À Cuba, le socialisme avance au rythme du cha-cha-cha. Ni communisme, ni capitalisme, disait Fidel Castro pendant la Révolution. C'est fini, Cuba a choisi son camp. Ricardo Alarcón a été un proche collaborateur de Fidel Castro pendant des années. Fidel a un seul défaut, un grand défaut. Il ne fait jamais les choses à moitié. Quand il fait quelque chose, il le fait de la conception à la fin, avec une passion et une intensité uniques. Il compte parmi ses amis de nombreuses personnalités politiques. Le Canadien Pierre Elliott Trudeau, un grand intellectuel comme lui. Ces images proviennent des archives personnelles de Fidel Castro. Trudeau est le premier leader occidental à faire une visite officielle à Cuba en 1976 durant l'embargo américain. Viva el primer ministro, comandante Fidel Castro. En 2000, il s'est même déplacé à Montréal pour les funérailles de son ami Pierre Trudeau. Autre ami, le Sud-Africain Nelson Mandela, qui l'a soutenu dans sa lutte contre l'apartheid. Mais celui qu'il a aimé le plus, au point de se livrer avec lui à des jeux d'enfants, c'est Hugo Chavez, l'ancien président vénézuélien, qu'il considérait comme un fils. Frank Fernandez est un compositeur-interprète de renommée internationale. Il est un autre ami intime de Fidel Castro. Fidel n'est pas un dirigeant, c'est un artiste, un génie de la parole. Un journaliste lui a demandé un jour quelles seraient les conditions pour devenir votre ami. Il attendait une réponse politisée, idéologique, intellectuelle. Et il a répondu, la condition sine qua non pour être mon ami, c'est d'être une personne intègre. D'après le pianiste, Castro peut être féroce comme un lion ou tendre comme un enfant. Il est perfectionniste, impatient et exigeant.
Fidel ne pardonne pas la déloyauté, ni la lâcheté, et encore moins la lâcheté politique. Mais c'est un homme avec qui on peut discuter, argumenter et le contredire, à condition que ce ne soit pas pour dénaturer ses idées, ni pour aller à l'encontre des principes de la Révolution. Politiquement, Fidel Castro ne tolère pas d'opposition. On lui reproche les procès sommaires et les exécutions, les détentions des opposants et l'absence de liberté d'expression. Monsieur le Président Fidel is l'assassin. Dans une entrevue exclusive à Radio-Canada en 2000, Fidel Castro parle pour la première fois de l'existence de prisonniers politiques. Número exacto, no sé, no doy al tanto. Vamos a meter que hay entre 200, 300, 320 y 400. Al principio de la revolución, cuando Estados Unidos organizó 300 organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas, llámenlos como quieran ustedes. Nosotros no los llamamos presos comunes porque no son presos comunes. No los llamamos presos políticos porque son presos contrarrevolucionarios. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria. C'est comme ça. Notre peuple est victime d'agression. Nous sommes en guerre. Nous souffrons d'un blocus criminel. Le dire, c'est facile, mais le vivre, c'est autre chose. L'homme doit vivre avec les décisions difficiles, controversées du commandant. Pas toujours évident, selon sa nièce. Fidel a une formation catholique jésuite. Imaginez comme c'est difficile pour un homme de formation chrétienne et humaniste de prendre des décisions radicales. C'était très difficile. Des décisions qui lui ont valu beaucoup d'ennemis. Toute sa vie, Fidel Castro aura défié le destin, frôlé la mort. Il a échappé à 638 tentatives d'assassinat, selon le livre des records Guinness, qui se base sur des documents de la CIA. Elvin Fontaine, garde du corps personnel de Fidel Castro. Il y a eu plusieurs tentatives de meurtre qui n'ont pas réussi. Cela est dû à l'efficacité des services de sécurité. Son goût des bains de foule et de l'improvisation avait de quoi donner des sueurs froides à son service de sécurité. Malgré les menaces, il se vantait de ne pas porter de gilet pare-balles. Au Chili, un individu a caché un pistolet à l'intérieur d'une caméra comme la vôtre pour tirer sur lui. En 1990, c'est l'effondrement du bloc soviétique. Ajouté à l'embargo américain, l'économie de l'île est dévastée, Cuba est isolé. Des milliers de Cubains s'enfuient vers la Floride pour des raisons politiques et économiques. On l'appelait la crise des balseros, du nom des embarcations de fortune fabriquées avec des chambres à air. Le plus connu de ces balseros s'appelle Elian González, cet enfant de 6 ans naufragé de la mer. Une partie de sa famille voulait qu'il reste aux États-Unis, mais son père le réclamait à Cuba. Fidel Castro en a fait sa cause. En juin 2000, le petit Elian González revient au pays en héros. Nous allons rencontrer Elian González. Il est très connu à Cuba et même dans le monde. 15 ans plus tard, Chile retourne chez les González pour rencontrer l'enfant devenu ingénieur. Aux États-Unis, on me parlait de Fidel en mal. Fidel était le diable, c'était un ogre, une mauvaise personne qui tuait des gens. 6 mois après son retour, Fidel Castro va le rencontrer pour la première fois.
J'ai été rassuré quand il m'a fait rire en me donnant une boîte de bonbons et le livre L'âge d'or. Alors j'ai vu une personne qui faisait des blagues et plaisantait avec un enfant. Il ne pouvait être ni un ogre ni un assassin. Ensuite, on a développé une complicité. Castro est devenu une sorte de grand-père pour Eliane et sa famille. Il a partagé avec eux des repas et des discussions pendant des heures, voire des nuits entières. Il tire un enseignement de tout. Et ce qu'il ne sait pas, il l'invente. Ou il change de sujet pour ne pas être désavantagé. Et par exemple, si tu lui parles de baseball ou si tu lui poses une question à laquelle il ne peut pas répondre, il essaie de t'en poser une autre plus compliquée. Ou bien il change de sujet en sachant que tu ne le connaîtras pas. Comme ça, il se retrouve toujours au-dessus de toi. Curieux, passionné, il lit tout ce qui lui tombe sous la main. Des passions, il en a plusieurs. L'agriculture, développement de vaccins, formation de médecins. Il peut y consacrer un temps infini, négliger de se nourrir et en perdre le sommeil. Eusebio Leal est l'historien en charge de la restauration de la Havane. Contrairement à la croyance populaire, cet homme, des longs discours, a une grande capacité d'écoute et de réflexion. Une immense soif de connaissance. Tant qu'il n'arrive pas à comprendre un problème, il peut sans cesse poser des questions. À celui qui voudrait s'aventurer à discuter avec lui, je recommanderais de se préparer, sinon il court le risque de se faire plumer comme un petit poulet et de rester sans voix. Tous ses proches s'accordent sur un point. L'homme n'aime pas perdre. Dans la rue, les gens disent « Fidel n'aime pas perdre, même dans un concours de crachat. » Vous savez, les enfants qui jouent à celui qui va cracher le plus loin. Oui, oui, c'est un mauvais perdant. C'est vrai. Il ne peut pas perdre. Ce n'est pas qu'il triche, mais c'est qu'il n'aime pas échouer. Alors il trouve toujours le moyen de gagner. L'exemple le plus fameux de ce besoin de victoire a été le match de baseball entre Fidel Castro et son ami Hugo Chavez, le président du Venezuela. C'était incroyable. Les gardes du corps de Chavez jouaient contre ceux de Fidel et des personnes plus âgées. Et quand Fidel a vu qu'il perdait, il a triché, mais pour rire. Il est allé chercher les meilleurs joueurs de baseball de Cuba et il les a déguisés avec des moustaches et des cheveux blancs. Finalement, Chavez s'est rendu compte que c'était une farce. Fidel l'avait trompé. C'est un peu comme ça qu'il est. Intelligent, persévérant, passionné, qui aime gagner pour les uns, entêté, obsessif, mauvais perdant pour les autres. Le studio privé de Frank Fernandez. Chile lui a demandé ce que Fidel évoquait pour lui. Le grand pianiste improvise. Fidel aime protéger sa vie privée. C'est un homme qui veut, et je crois que c'est bien, préserver le plus possible ce que vous voulez savoir dans ce documentaire. Nous sommes très peu nombreux à pouvoir en parler avec lui. Et parmi les secrets les mieux gardés de l'homme, qui suscitent aussi toutes les curiosités, ses relations avec les femmes. Ce que je peux vous dire, c'est que Fidel est un homme profondément amoureux et affectueux. Il ne peut pas vivre sans amour, et surtout sans celui des êtres humains.
La journaliste Marta Rojas, qui l'a connu au début de la Révolution, se souvient d'un charmeur éloquent. Je crois que oui, et plus encore. C'était un séducteur. Il était jeune, séduisant et attirant, mais cela n'était pas seulement dû à sa jeunesse. Il était aussi délicat, très poli et élégant, avec les femmes en général. Ce n'est pas à moi d'en parler, mais Fidel est connu pour ses belles paroles, sa manière de parler. Il faudrait demander à celles qui ont été ses maîtresses ou ses compagnes. Mais il est célèbre pour sa façon de conquérir. Fidel est un homme romantique. D'après les femmes qu'il a aimées, c'est un homme très sentimental, tendre, spécial, très séducteur. Certaines de ces femmes ont révélé qu'elles ont été aimées avec passion. Il se marie une première fois en 1948 avec Mirta Díaz-Balart. Ensemble, ils ont eu un fils, Fidelito. 7 ans plus tard, ils se séparent. Sa vie privée commence à prendre l'allure d'un mythe. Combien a-t-il eu d'enfants? Ce sont des histoires privées, mais effectivement, il a beaucoup d'enfants. La plupart avec sa femme Dalia. Mais il en a 3 de plus, dont Fidelito, fils de sa première épouse. C'est une belle histoire d'amour qu'on devrait raconter un jour. C'est ce qui arrive quand les hommes sont, disons, romantiques, charismatiques. 8 enfants donc. La famille de Fidel Castro a pratiquement été un secret d'État. Il a connu Dalia Soto del Valle dans les années 60. Elle est sa compagne depuis 1980, mais les Cubains ne l'ont découverte que récemment. Ensemble, ils ont eu 5 fils. Rappelez-vous, ce photographe qui a pris ces clichés si intimes, Alex, c'est en fait le fils de Fidel Castro. C'est un bon mari. Ma mère et lui ont toujours été ensemble et il s'est toujours préoccupé d'elle. C'est la première fois que son fils accepte de parler de la vie de famille. La maison et la famille étaient comme un sanctuaire. On n'écoutait jamais les informations. La presse n'y entrait pas. Ce qu'il faisait en famille restait très privé. C'était le sanctuaire où il venait se reposer. Quel genre de père a-t-il été, ce bourreau de travail qui courait après le temps? Il s'inquiétait de nous même s'il était très occupé. Des fois, il passait les fins de semaine avec nous. Même quand on jouait au baseball près de la maison, il venait jouer avec nous. Il est affectueux et il plaisante. Il est concentré sur la discussion. Il n'est pas distant. Tu te sens très proche en parlant avec lui. Les repas de famille à la maison sont très importants. C'est là qu'on parle des bonnes et des mauvaises choses. Tous les soucis de la famille sont abordés. Une autre histoire d'amour paternel moins connue est la relation entre Fidel Castro et la fille du Che. Il y a de belles photos de moi dans les bras de mon père. Et on voit que je veux aller dans ceux de Fidel, c'est-à-dire, ils sont là tous les deux, moi je suis au milieu et je penche du côté de Fidel. Pour Aleida, Fidel, il n'est pas le commandant en chef, il est tout simplement son tío, son tonton. C'est la figure paternelle que j'ai toujours eue. Depuis toute petite, tonton a toujours été présent dans les moments les plus beaux et les plus tristes aussi de ma vie. Elle a pratiquement été adoptée par Fidel Castro à la mort de son père. J'avais 4 ans et demi quand mon père est parti au Congo. Je ne l'ai jamais revu.
Alors j'ai substitué cette image paternelle avec celle de Fidel. Ce fut une relation très belle, pleine de tendresse, d'affection. Fidel Castro est volontaire et discipliné. Il a même cessé de fumer le cigare, symbole national cubain, pour lancer une campagne anti-tabac. Pour ses proches, pas de facilité, pas de privilèges non plus. Tout n'a pas été rose dans notre éducation. Tout n'a pas été simple. Nous partions à l'école primaire en auto, mais il voulait qu'on marche une bonne partie. Il nous apprenait que tout n'était pas facile. Il disait, tout le monde ne va pas à l'école en auto. Leurs parents n'ont pas les moyens. Vous devez apprendre ces réalités, les bonnes et les mauvaises. Je m'en souviens encore. Nous devions marcher au moins 2 ou 3 kilomètres. Voici des images qui n'ont jamais été diffusées. Fidel Castro a une fête. Il était le témoin de mariage d'un ami. Il se charge de préparer la paella. Il aime cuisiner. Et ça ne date pas d'hier. À des amis italiens en visite, il donne sa recette personnelle d'un plat de pâtes. Capa, carne, prendi, arriba, crema de bechamel. Il était très curieux, très gourmand de tout dans la vie. Pour améliorer ses connaissances, il allait chercher des recettes avec des produits les plus nutritifs ou plus savoureux. Il échangeait même des recettes avec ma mère. Entre amis ou en famille, Fidel Castro aime aussi la plaisanterie. Il a un bon sens de l'humour. Il est très drôle. Je me souviens d'une rencontre de famille. On était tous là. Mes oncles, les enfants et les petits-enfants. Ils ont commencé à raconter des histoires. Fidel était mort de rire. Mon père faisait des blagues sur le gramma, les combats. Et Fidel disait en riant, « Et c'est aujourd'hui que tu me le dis ?» Un homme qui rit, qui pleure aussi, mais rares ont été ceux qui en ont été témoins. C'était à la mort d'Hugo Chavez, son fils politique, et à celle de la révolutionnaire Celia Sanchez, considérée comme l'un de ses grands amours. Quand Celia Sanchez est morte, sa douleur était telle que cela m'a rendue malade. J'étais là et il passait à côté de moi sans me voir. Il ne voyait rien. Il devait survivre, continuer. Mais il y avait une douleur immense chez cet homme. C'est un être qui a une grande capacité d'aimer. Amoureux, paternaliste et jovial, voilà comment il est décrit dans l'intimité par ses proches. L'être humain, vous le verrez aussi quand il a quitté le pouvoir. En le voyant accablé par le poids de tant de destinées, je lui demandai ce qu'il aimerait le plus faire en ce monde. Et il me répondit immédiatement, « Rester dans un coin ». Salon du livre de la Havane. Chile signe son livre de photos de l'exposition. C'est son témoignage et aussi un hommage destiné au grand public. Nous avons tous contribué à vous montrer le portrait de Fidel. Mais le vrai portrait, c'est le temps qui va le sculpter. Hasta la victoria siempre. Le temps a passé, c'est l'heure des bilans et des biographies. Fidel Castro avoue lui-même qu'il aurait pu faire les choses autrement. Fidel est un être humain. Ce n'est pas un dieu.
Il a lui-même reconnu avoir commis des erreurs. Une fois, il a dit, la plus grande que nous ayons commise au moment du triomphe de la Révolution était de penser que l'Union soviétique savait construire le socialisme. Il a dit, nous les révolutionnaires avons commis des erreurs et on va en commettre d'autres, mais on ne pourra jamais nous reprocher de ne pas avoir été fidèles à nos principes. Fidel Castro est resté plus de 50 ans à la tête de Cuba. Mais pour la première fois, des proches affirment qu'il a été tenté de quitter le pouvoir. Oui, il a failli le faire, juste après la Révolution, quand il a accepté d'être seulement Premier ministre. Il s'est retiré, mais le peuple est descendu dans la rue et l'a réclamé au pouvoir. J'ai pu le voir à différentes occasions, dans les discussions que nous avons eues. Il était question de ce qu'il voulait faire, mais qu'il ne pouvait pas. Il était trop engagé envers le peuple. Cet homme accomplit une mission, un devoir, comme la charge d'un missionnaire religieux. Des hommes comme Fidel, dans le fond, sont des victimes qui souffrent de l'accomplissement d'un devoir. Leur rôle dans l'histoire les a empêchés d'avoir une vie normale, plus tranquille. Para mí, en realidad el trabajo que hago no es un placer sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. En 2006, quand il quitte ses fonctions, c'est son frère Raúl qui prend le pouvoir. Depuis leur enfance, comme frère aîné, Fidel s'est senti responsable de Raúl. Et même aujourd'hui, je crois qu'il se considère un peu comme son protecteur. Mon père a dû s'imposer, participer au même titre que les autres. Il n'aimait pas être le petit frère protégé. Pour certains, les Castro fondent une dynastie. Pour d'autres, Raúl a fait ses preuves et a gagné sa place. C'est Raúl, le grand stratège qui dirige maintenant le pays. Car en ce moment, nous sommes en train de rétablir des relations avec les États-Unis. Une étape complexe et difficile. Fidel analyse, mais ne dirige pas. C'est Raúl qui est aux commandes. Raúl a dit une fois une chose importante, qu'il consulterait toujours Fidel. Alors je le crois, car il est alerte, il suit les événements, il ne peut pas prendre du recul, se distancer des problèmes importants du pays. On dit que les grands hommes, à la fin de leur vie, sont solitaires. Est-ce le cas de Fidel Castro? D'une certaine manière, je crois que bien qu'il soit accompagné par des centaines de milliers de personnes qu'il aime, Fidel est une personne de profonde solitude. Le travail du temps et de la vie apparaît. On voit un vieil homme noble dont la tête et le cœur sont prisonniers d'un corps endommagé. Mais l'idée prédomine. Chile ne le savait pas. Après tant d'années de service, son travail auprès du commandant allait prendre fin en 2006. Le moment le plus douloureux a été lorsqu'un jour on m'a appelé pour filmer quelque chose d'inattendu. Chile, son caméraman personnel, filme la démission du commandant. Personne ou presque ne connaît l'existence de ces images. Secret d'État. Elles sont diffusées ici pour la première fois.
para que pudieran tomar, filmar la firma de esta declaración. Por si hace falta. Il était au lit, malade. Il a pris le document officiel et il m'a demandé de le filmer au moment de le signer, pour que, s'il mourait, on sache que le document était véridique et non une falsification. Ensuite, il s'est dressé devant moi. J'avais la caméra à l'épaule et il m'a dit Espero que ninguno de ustedes se desanime en lo mismo. A luchar hay que luchar todos hasta la última gota de sangre defendiendo la revolución si el país es agredido. Je lui ai répondu « Vive Fidel ». Et ses yeux se sont embrouillés de larmes. Quand tu vois son corps vieillir, tu te rends compte que tu es devant un être humain et pas devant un mythe inaccessible. C'est un homme en chair et en os, un vrai être humain. Fidel Castro, un être humain qui a changé la vie de millions de gens. Viva la révolution! Sí por Cuba! Dictateur ou sauveur, personne ne peut nier qu'il a déjà laissé sa marque dans le temps. La Havane, on a beau le chercher dans les rues, on ne le voit pas. Pourtant, il est dans tous les esprits. Et qu'il soit considéré comme un homme ou un mythe, seule l'histoire pourra le condamner ou l'absoudre.